Il existe un principe légal de non-discrimination qui interdit à l'employeur de prendre une mesure fondée sur un motif qualifié de discriminatoire par le législateur. La loi énumère plusieurs motifs de discrimination, parmi lesquels figure le motif tiré de la grossesse par exemple, mais aussi le motif tiré du sexe. En vertu de ce principe, sont interdites toute forme de discrimination, que ce soit en matière de rémunération, de formation, de reclassement, de mutation, de promotion, de renouvellement du contrat, etc. Aucun salarié ne peut faire l'objet d'une discrimination, que ce soit au cours d'une procédure de recrutement, d'une procédure d'accès à un stage ou à une formation, ou encore d'une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fondé sur un motif discriminatoire tel que la grossesse. Le non-respect du principe de non-discrimination expose effectivement l'employeur à des sanctions, alors à la fois qui peuvent être civiles, devant le conseil de prud'homme, par exemple une salariée qui aurait été victime d'un licenciement discriminatoire, où elle pourra par exemple demander la nullité de son licenciement, des dommages et intérêts. On a également l'action de groupe devant le tribunal de grande instance qui peut être intentée par une organisation syndicale représentative dès lors qu'on a un groupe de salariés victimes d'une discrimination collective sur un même motif discriminatoire. Puis on peut avoir également des sanctions pénales devant le tribunal correctionnel puisque le fait de commettre un acte discriminatoire peut être constitutif d'un délit. Alors, le législateur a prévu effectivement des dispositions spécifiques pour prévenir les discriminations à l'égard des salariés qui reviennent de leur congé maternité, donc des dispositions en matière de rémunération, puisqu'il a prévu une obligation légale de rattrapage salarial à la charge de l'employeur, qui doit donc au retour du congé maternité de sa salariée, majorer sa rémunération à la fois des augmentations générales, mais aussi des augmentations individuelles perçues par les salariés, alors soit qui relèvent de sa catégorie professionnelle, soit des salariés de l'entreprise, et qui ont été versées pendant son congé maternité. Attention, il s'agit juste d'une revalorisation du salaire qui ne peut pas être remplacée, par exemple, par le versement d'une prime exceptionnelle. Ça, c'est pas possible. En cas de non-respect de ces dispositions, la salariée, qui donc n'a pas fait l'objet de ce rattrapage salarial, peut parfaitement saisir le conseil de prud'homme pour demander un rappel de salaire, des dommages et intérêts. Alors, il existe un principe posé par la loi qui est le principe d'égalité de traitement en matière de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale, ce qui suppose donc que ces salariés-là soient placés dans une situation identique. Le législateur a prévu des règles de preuve identiques pour les discriminations et inégalités salariales. Il a effectivement aménagé la charge de la preuve pour permettre à la personne qui s'estime victime soit d'une discrimination, soit d'une inégalité salariale, de rapporter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ou d'une inégalité salariale, à charge ensuite pour l'employeur de démontrer qu'au contraire, sa décision est fondée sur des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, ou au contraire des éléments objectifs qui permettent de justifier la différence de traitement. Alors qu'il s'agisse de la phase amiable, c'est-à-dire avant toute saisine d'une juridiction, ou de la phase contentieuse, le travail est à peu près le même pour le ou la salariée, c'est-à-dire de réunir des éléments de preuve, c'est le plus important, se ménager des preuves. Ça peut passer par des documents tels que les échanges de mails, les échanges de courriers, des attestations de salariés qui sont présents dans l'entreprise ou qui ont même quitté l'entreprise et qui ont pu constater les faits dénoncés. Ça peut passer également par des bulletins de salaire, évidemment ses propres bulletins à soi, mais quand on est en matière d'inégalité de traitement, il peut être intéressant de demander également la communication des bulletins de salaire aux salariés auxquels on se compare. Il faut penser également à alerter la direction. Bien souvent, c'est ce qui peut manquer dans un dossier, c'est de ne pas avoir dénoncé ou fait part à la direction des faits dont on s'estime victime. Alors si c'est possible, effectivement, pour le salarié, ça peut être une option envisageable, donc de demander par exemple à être reçu par son manager, sa hiérarchie,
dans le cas d'un entretien informel. Il faut bien penser là aussi à se ménager une preuve de cet entretien, par exemple par un compte-rendu par mail. Lorsque l'entreprise est pourvue de représentants du personnel, c'est important aussi de penser à alerter un représentant par exemple du CSE sur les faits dont on s'estime victime. Il y a également l'inspection du travail qui peut recevoir le salarié en rendez-vous, qui peut aussi écrire à l'employeur pour demander des explications, ou encore le médecin du travail lorsque les faits dénoncés ont un impact sur l'état de santé. Tous ces interlocuteurs-là sont finalement des interlocuteurs essentiels qui peuvent, à travers leurs écrits, là aussi, fournir des preuves pour monter un dossier à l'amiable et surtout contentieux. Lorsqu'on saisit le conseil de prud'homme, ce seront des éléments qui auront du poids pour faire valoir ces prétentions par la suite. En matière d'inégalité salariale, il est important pour le ou la salariée qui s'estime victime d'une différence de traitement d'établir une comparaison. Alors cette comparaison, elle peut passer par un panel, effectivement, au sein duquel elle va se comparer avec d'autres salariés placés dans une situation identique, du moins comparable au regard de différents critères qui peuvent être l'ancienneté liée à la date d'embauche, le service au sein duquel ils sont affectés, ça peut être l'âge, la formation, les diplômes, etc. L'objectif étant de démontrer effectivement qu'elle subit une différence de traitement par rapport à ses autres salariés alors qu'ils sont dans une situation identique. La principale difficulté à laquelle sont confrontés les salariés, c'est de se ménager une preuve, puisqu'effectivement la plupart des échanges, la plupart des plaintes ou des alertes se font à l'oral. Et pour pouvoir faire avancer un dossier, pour pouvoir faire valoir ses prétentions lorsqu'on saisit une juridiction, il faut pouvoir rapporter la preuve de ces alertes, rapporter la preuve des faits dont on s'estime victime. L'employeur est tenu légalement de recevoir la salariée au retour de son congé maternité dans le cas d'un entretien professionnel. Cet entretien, il a pour objectif d'évoquer ensemble les conditions de sa réintégration dans l'entreprise, sachant que la salariée doit être réintégrée sur son poste de travail ou sur un emploi similaire et elle doit percevoir une rémunération au moins équivalente à celle qu'elle percevait avant son congé maternité. L'employeur ne peut pas lui imposer une modification de son contrat de travail, même temporaire. Et depuis le 1er janvier 2019, les salariés peuvent être à l'initiative de cet entretien dont elles peuvent demander la tenue à leur employeur avant même leur retour dans l'entreprise.